Bonjour à tous, bonjour Frédéric, merci d'être là. Merci à vous d'être là dans le public aussi. Voici notre premier webinaire Style Legal sur une série dans les thématiques growth et growth hacking. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric. Frédéric qui va nous présenter Stepboard et avec qui on va discuter sur toute la thématique de la prospection B2B. Alors, avant toute chose, je vais partager mon écran afin qu'on puisse voir le support et on va démarrer dès maintenant. Du coup, bonjour Félix. Bon, c'est déjà vu un petit peu avant. Et bonjour à tous et à toutes. Donc du coup, aujourd'hui, on va essayer de se focus sur la partie stack, sur la partie boîte à outils. Du coup, vous n'hésitez pas au niveau des questions, etc., même en termes de vocabulaire. Si mes anglicismes sont c'est un peu prégnant hein, dans notre domaine, donc faut pas hésiter à couper ou à ce genre de choses. Donc rapidement pour me présenter, donc moi c'est Fred. Donc je fais du growth depuis 5 ans. Donc j'ai commencé à Numa, qui est une structure d'accélération de start-up. Et j'ai appris le growth non pas sur du site, etc. Mais en fait tout simplement c'est que j'étais bizdev au début et j'ai dû automatiser parce qu'on accompagnait entre 4 et 6 boîtes tous les 6 mois. Donc autant dire c'était un peu compliqué de suivre le rythme. Donc voilà, je suis arrivé dans le métier du growth comme cela, et c'est dans la famille du growth hacking, il y a 4 grandes familles, et moi je me situe dans la partie growth hacking business. Ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la partie B2B, et je vais rapidement dire pourquoi. Et du coup, je suis cofondateur de Stepward avec Tristan Brandt et Romain Desfosses, où nous sommes une agence outbound. Pas growth hacking outbound, où on a 3 grandes verticales. La partie lead gen, qu'on va aborder aujourd'hui, la partie recrutement, qui est non négligeable, et vous allez voir, il y a beaucoup de ponts qu'on peut faire entre les deux. Et la troisième verticale, qui est sur le développement no-code, low-code, notamment avec N8N, où là, on va construire des sales machines ou carrément des systèmes d'information commerciale ou de recrutement. Voilà pour la petite partie, la petite intro Stepward et hashtag Fred. Sur la partie prospection, tu me dis Félix. Hein, Ouais, non, mais j'avais une petite question juste avant qu'on Ouais. démarre aussi sur la partie directement liée au webinaire. Pourquoi vous êtes lancé? Pourquoi vous avez mis en place Stepboard? Juste Alors rapidement. donc on a fusionné en gros nos 2 entités avec Tristan et la mienne. En gros, on était freelance, après on est passé URL, enfin un parcours assez classique. Donc il y a eu 2 enjeux. Hein. Le premier, c'était tout simplement de prendre plus de clients parce qu'en fait on a beaucoup de demandes, et quand on est freelance, bah, on a un temps limité, donc il y avait un enjeu de process, etc. On est une agence de 6 personnes aujourd'hui. Et la deuxième, c'est qu'au début, avec Tristan, on était potes, concurrents directs, etc. Mais on a des majeurs, des expertises qui sont différentes. Par exemple, Tristan est extrêmement technique et donc, du coup, est très bon sur la partie volume. Moi, je suis très bon sur la partie accompagnement, front client et on va dire pédagogie au niveau des process à adopter. Et sur la qualité, on va dire, de la segmentation, du copywriting, etc. Donc, on avait des compétences qui étaient extrêmement complémentaires et bah, de toute façon, ça se confirme aujourd'hui. Romain est sur la partie plutôt, on va dire, no-code, low-code avec N8N qui est notre expert là-dedans. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, juste petit rappel à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, vous avez une partie Q&A dans le chat. Donc, si vous regardez en bas sur la barre, la navbar en dessous de l'écran, allez sur le Q&A, posez vos questions. Les questions vont, ça fait une tradition parfaite. Donc, toutes les questions qu'on va récupérer, on va y répondre à la fin, durant la section Q&A. Donc, posez vos questions dans cette section-là. Vous pouvez upvoter, donc c'est-à-dire voter pour des questions qui vous semblent les plus pertinentes. Ce sont les premières qu'on va traiter avec Frédéric à la fin, à la fin de la présentation sur les thématiques d'aujourd'hui, dans la prospection B2B, comment s'y prendre et quel stack avoir. Donc, la première partie, on va faire une intro un peu générale. Et la question que tout le monde se pose avant qu'on rentre dans le sujet, c'est effectivement, c'est quoi la prospection en fait? D'un point de vue général, pour toi, c'est quoi la prospection? Alors, pour moi, parce qu'il y a tout le monde a sa définition, c'est un peu comme le lead, la définition de qu'est-ce qu'un lead. Donc, du coup, pour moi, la prospection, c'est tout simplement, moi, je la mets dans la partie outbound.
Donc, quand je parle d'outbound, c'est tout ce qui va être prospection sortante, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'on pourrait aussi parler de prospection inbound. Faire du SEO, SIA, c'est également de la prospection. Donc, pour moi, en fait, c'est tout ce qui va être, tout ce qu'on va mettre en place pour aller chercher le client, aller développer, on va dire, aller, première étape, de générer une conversation. Deuxième étape, le business developer ou le sales ou le SDR, BDR, enfin, selon votre structure, va prendre cette conversation et le transformer en lead, puis en prospect, puis ensuite en client. Donc voilà, donc c'est vraiment l'ensemble des leviers qu'on va mettre en place. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sur l'identification, la qualification et potentiellement l'automatisation. Moi, je ne mettrai pas forcément automatisé directement dans prospection parce qu'on peut faire de la bonne prospection chirurgicale sans faire forcément de l'automatisation. Mais l'identification et la qualification, ça, c'est un point ultra important. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas parce qu'on va automatiser, qu'on va arroser tout LinkedIn, on va arroser tous les DSI, tous les DAF, etc., qu'on va forcément avoir des prospects ou des clients. Tout va dépendre de comment on scrape la base de données en amont, notamment au niveau de l'identification. C'est ce qu'on parle aussi de segmentation, de ciblage. On va faire de l'hypersegmentation. On va mettre des gens, plus le tiroir sera fin et plus on va pouvoir adapter le copywriting. Donc, la partie copywriting, je fais juste un petit laïus, je déborde. De toute façon, j'ai souvent tendance à faire ça, donc n'hésitez pas à me le dire si je déborde un peu trop. Mais du coup, sur la partie copywriting, sur la partie personnalisation, c'est pas en mettant un merge tag bonjour first name qu'on appelle ça que c'est de la personnalisation. Souvent, la personnalisation va se baser sur les datas que vous allez scraper en amont. Donc, si vous avez, par exemple, vous allez targeter les derniers CEO qui ont moins de 2 ans de boîte. Vous savez qu'ils n'ont pas forcément un budget énorme ou parce qu'ils n'ont pas une croissance à plus de 10%. Enfin bref, toutes ces informations-là, c'est important. Donc, l'identification et la qualification va vous permettre de faire un copywriting. On ne fait De jamais un personnaliser. copywriting avant d'identifier et de qualifier, par exemple. Bon, je déborde déjà un peu. Ouais, non, mais tu as fait quand même un super pont avec la question aussi qu'on se pose après, c'est B2B, B2C, c'est quoi la différence? Parce que la personnalisation en B2C, et vu qu'on est sur une quantité bien plus grande de cibles potentielles, est plus compliquée. Donc, en Ouais, tout B2B, à fait. B2C, c'est quoi les différences dans les méthodes? Exactement. Alors, nous, là, le cadre du webinaire, là, il est en mode extrêmement précis. Donc, par exemple, sur le B, pourquoi on va faire le choix du B2B par rapport au B2C? C'est pour la simple et bonne raison, c'est que les plateformes B2C type Facebook, Twitter, Insta, la partie outbound là-dedans est extrêmement compliquée. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est vraiment sur du volume et on ne peut pas scraper des informations importantes. C'est-à-dire que nous, sur LinkedIn, on va principalement se baser sur LinkedIn. On ne sait pas si la personne, c'est un papa ou une maman avec 3 enfants, etc. Ça, on ne le sait pas. On va être obligé de faire du SIA pour savoir. On va être cantonné à certains types de filtres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est en effet au niveau du volume. Sur le B2C, on peut y aller uniquement si c'est du C high ticket, notamment sur l'immobilier. On accompagne pas mal de clients là-dedans parce qu'on a la capacité de faire du volume précis à force d'être expert en fait sur cette verticale-là de l'immobilier. Mais voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le B2B pour la simple et bonne raison, c'est que les canaux d'acquisition sont clairement identifiés et du coup, la méthode qu'on vende en B2B dans le secteur tech ou dans le secteur bâtiment, etc., ça va fonctionner tout le temps de la même manière, la méthodologie. D'accord. Merci beaucoup pour la différenciation. Effectivement, là, on se concentre sur le B2B. Et justement, dans cette prochaine étape-là, où on va essayer de définir un peu plus, en fait, comment mettre en place une stratégie de prospection. Donc, petit rappel, là, on est vraiment dans un cadre du B2B. Donc, Ouais. sur les 3 steps pour toi, qu'on voit ici, comment tu peux nous accompagner sur ta méthode à toi de définition d'une strate de prospection? Alors, du coup, la stratégie de prospection qu'on va établir, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal, et on pourra en discuter en Q&A, avec tout ce qui va être persona ou l'ICP, etc. Quand on va trop loin, le problème, c'est que du coup, on a tendance, du coup, ensuite, à tirer son persona vers ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on va aller, on va dire, ah bah merde, moi, j'avais prévu que mon persona, ça soit un homme âgé entre 35 et 40 ans. Sauf que ça, vous n'avez pas ce genre de filtre ou ce genre d'information. C'est trop B2C pour le coup.
Donc, du coup, on va plutôt s'appuyer sur la partie, OK, on a une connaissance parfaite de LinkedIn, LinkedIn Sales Nav, Recruiter Hit. Donc, LinkedIn Sales Navigator, n'hésitez pas si vous ne savez pas ce que c'est. Mais ça vous permet d'avoir notamment le double filtrage, donc les filtres au niveau des entreprises, puis les filtres au niveau des prospects. Et du coup, dans l'identification, nous, comment on fait sur Stepward, c'est qu'en gros, on va prendre dans un premier temps tous ceux qui sont à exclure, donc notamment le portefeuille client. Et ensuite, avec le portefeuille client, on va aller voir comment les entreprises se sont elles-mêmes renseignées sur LinkedIn. Parce que bon nombre d'entreprises, nous, on a dans notre tête, on dit, OK, lui, c'est développement de logiciel, alors qu'en fait, in fine, sur la page entreprise LinkedIn, ils se sont renseignés comme technologie de l'info, et c'est dans le About qu'ils ont mis un mot-clé au niveau du logiciel SaaS. Vous voyez, il y a tout, en gros, toujours partir de la fin. Si on doit résumer en une phrase sur identification de votre cible, c'est OK, comment je l'identifie? Je l'identifie par rapport au canal. Donc, on va pas se mentir, 90% des bases vont partir de LinkedIn. Mais après, on peut avoir aussi des bases qui vont partir du code NAF. Donc, avec Sirene.fr plus Papers, on aura l'occasion de le voir. Et par exemple, Apollo.io, Société Info sont très bons sur la partie pour compléter. Et bon, 90%, si vous maîtrisez LinkedIn, vous avez suffisamment de bases de données. Mais voilà, il faut vraiment partir de la fin pour ensuite remonter sur une cible. Et surtout de partir avec des clients existants. C'est ça qui est important. Et au niveau de la cible, j'entendais parfois que, bon, on parle de ICP parfois ou target, les cibles, il en faut combien, entre guillemets, Alors, pour qu'une moi, stratégie soit efficace? Une ouais, par produit ou on va définir pas des verticales produits? ouais, alors ça, c'est hyper important. Ça va dépendre ensuite du canal qu'on va utiliser, mais sur du LinkedIn, on va pas s'amuser à envoyer 3 arguments commerciaux, parce que les messages doivent être extrêmement courts sur LinkedIn. Le mailing, c'est un peu plus corporate, on peut y aller. Mais la première chose, c'est en effet, tu peux verticaliser selon un produit, un service. Ensuite, selon le job title que tu vas attaquer, C-level, DAF, DSI, tu vas pas avoir le même argument commercial, le même champ lexical que tu vas utiliser. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, la troisième chose, ça va être surtout au niveau de la taille d'entreprise. Il y a des tailles d'entreprise, la zone de chalandise. En gros, nous, ce qu'on aime bien fonctionner, comment nous, on fonctionne avec nos clients, c'est qu'on a 3 types de campagnes. On va avoir une campagne qui va être plutôt sur du court-termiste. Donc là, on va attaquer des clients qui sont déjà, enfin des clients, des personnes qui ressemblent à nos clients actuels. On a l'élément de réassurance, on sait ce qu'on peut leur vendre, etc., etc. Le deuxième, c'est le moyen terme, c'est-à-dire que c'est des clients, on sait que ça prend plus de temps à signer, on l'a dans le portefeuille client ou c'est des prospects. Et le troisième, et ça c'est ultra important parce que 90% des entreprises souvent ne le font pas, ou surtout des startups d'ailleurs, parce que les entreprises ils s'y connaissent bien sur leur segmentation. Mais surtout au niveau des startups, c'est de ne pas oublier d'explorer. Parce que quand on a fait le 1 et le 2, on a extrait tout ce qu'on avait à faire dans le vivier, bah c'est bien, on a une belle courbe comme ça, et d'un coup ça se pète la tronche parce qu'on n'a pas prévu l'après. Donc avoir une troisième campagne qui est là plutôt sur de la découverte, sur les ressentis. Si on devait faire un parallèle avec tout ce qui va être SVT, etc., et ben c'est l'hypothèse. Et donc, du coup, nous, on va aller vérifier si concrètement l'hypothèse peut être bonne. Tout simplement. Donc, voilà, trois types de campagnes qu'il faut avoir systématiquement quand on fait et pour répondre véritablement avec le nombre de cibles, franchement, ça dépend énormément du nombre de produits que vous avez quand vous amenez, du nombre de job titles que vous pouvez attaquer. Et si vous faites de l'ABM, bah là, forcément, ça décuplique. Ça duplique pas. D'accord. Effectivement, moi j'avais entendu sur plusieurs un peu podcasts et même qu'on regarde, il y a aussi la théorie de se dire qu'il faut se limiter sur le nombre de cibles qu'on veut targeter. Il ne faut pas se dire, je vais essayer de targeter mon type de persona, je vais essayer de multiplier pour essayer de répondre à, je vais prendre ma base de clients, je vais faire un persona par type. Il faut plutôt se dire, regarde ta base de clients, fais tes segments et trouve le segment qui marche le mieux. C'est à Totalement. laquelle, entre guillemets, ta vache à lait. Et c'est Ouais. cette cible-là, ce personnage-là, où tu vas faire tous tes efforts autour. C'est Et ça. Et éviter après, d'aller on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, entre guillemets. ouais, et surtout de bien avoir en tête le côté, parce qu'on va être limité par les quotas. On n'est Ouais. pas, là, on est sur de l'outbound, donc on a les quotas LinkedIn, les quotas emailing. Donc, par exemple, pour rapidement faire un petit, donc, si on respecte les quotas, après, on verra qu'il y a différents outils qu'on peut utiliser, mais du coup, c'est 100 demandes de connexion par semaine pour un compte LinkedIn. Self-nav ou pas, il n'y a aucune différence.
Enfin, du coup, c'est ce qu'on a noté, nous. Et emailing, nous, on conseille à aller à plus de 100 par jour pour éviter de cramer ton nom de domaine, etc. Donc, mine de rien, rien qu'avec ça, en termes de quota, il faut faire un choix. Nous, sur les 3 types de campagnes, on fait 70, 20, 10. Voilà, D'accord. Donc, c'est en effectivement, termes de volume. en parlant de quotas, c'est plutôt pas mal. On passe sur les canaux. Là. Donc, par rapport à ces cibles-là, toi, les canaux que tu utilises le plus dans le B2B, Hmm. bon, Bah, c'est c'est lequel? bien marqué là. Donc, Voilà. du coup, donc en effet, c'est donc LinkedIn, on va regarder. Par contre, c'est intéressant pour comment on les interprète, parce qu'avoir des taux, c'est sympa, mais il faut quand même interpréter. Du coup, au niveau de LinkedIn, taux d'acceptation, donc par exemple, pas de message de notes, ça c'est vrai, ce qui est assez contre-intuitif d'ailleurs, mais pas de message de notes, on a un taux d'acceptation plus important. On peut en mettre un si on n'est pas sûr de la cible et on veut utiliser le copywriting comme écrémage. Ça, c'est important aussi de se le noter. Donc, le taux d'acceptation va nous donner quoi comme information? S'il excède 20%, on se dit, OK, la cible est active sur LinkedIn. Elle est présente. Si on est en dessous de 20%, alors qu'on n'a pas mis de message de notes, il y a 2 réponses. Il y a comment dire, 2 problématiques. Soit notre profil LinkedIn n'est pas assez brandé, optimisé. Donc, après, ça, il y a différentes ressources. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en envoyer pour comment optimiser et brander ça. Et la deuxième, c'est tout simplement, la cible n'est pas présente sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire que la cible n'est pas bonne pour votre business, c'est qu'elle n'est pas présente sur ce canal-là. Et par contre, vous pouvez utiliser typiquement les DSI. Vous pouvez utiliser le LinkedIn comme vivier, donc nom, prénom, entreprise, nom, domaine. Et ben, ces 4 inputs-là, vous allez pouvoir utiliser l'enrichissement et on verra les outils, pour après faire du emailing. Voyez? Donc voilà, ça c'est sur le taux d'acceptation. Le taux de réponse sur du LinkedIn, voilà, c'est classique. Pourquoi? Quel intérêt tout le monde là? Mais du coup, on va viser au-dessus de 25%. Après, il faudra faire la qualité. Si 25% on dit coucou, ça va, forcément, on aura un gros taux d'acceptation, un gros taux de réponse. Mais du coup, si on fait, comment dire, des techniques particulières, il y aura une différence. Juste une petite parenthèse là-dessus. Nous, ce qu'on a noté, ce qu'on fait en ce moment, c'est que le premier message, donc après une demande de message sur notre premier message, ça va être une question sur la thématique abordée, une question ouverte. Deuxième message, ça va être une question fermée sur la thématique précise du client. Donc, ça veut dire qu'on ne parle toujours pas du client. Là, l'objectif de ces 2 premiers messages, c'est juste d'avoir une réponse, donc casser la première glace, si vous voulez, et qui a un intérêt, forcément, sur la thématique. Troisième message, là, on va être sur un message assez classique de prospection. Coucou, on fait, donc, en fait, c'est ça, on fait ça, un argument commercial et en bullet point, allez, deux, trois exemples, par exemple. Et quatrième message, ça va faker l'humain. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire, on va faire exprès de faire une coquille au troisième message et on va mettre, au lieu de mettre disponible, on va mettre disponible et on va corriger avec un astérix au quatrième message. Comme ça, comment dire, on mime l'humain. C'est normal de Ouais. se corriger. Et cinquième message, ça va être une redite enfin, pas une redite, compléter ou l'envoyer plutôt sur un objectif de marketing ou l'envoyer sur un site internet, livre blanc, ce genre de choses. Donc voilà. Là, c'est vrai que je parle beaucoup. J'espère que c'est bon au niveau du timing. Non, mais c'est bon, on est au timing, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Au niveau de l'email, donc important aussi, donc email envoyé, ça c'est classique. Hein. C'est pas en termes de KPI à suivre, c'est plus sur la votre partie growth, etc. Voir si tout tourne à plein, parce que les outils, ça a un budget. Donc du coup, il faut les utiliser à mort. Taux d'ouverture, donc ça c'est juste pour l'objet de mail. Donc, tout simplement si votre objet de mail il est bien ou pas. Donc, petit rappel, hein, pas des objets de mail à 40 mots, il faut 2-3 mots, grand max. Welcome to the Jungle sont très bons d'ailleurs à aller voir. Mettez-vous, d'ailleurs, c'est pas mal de vous inscrire sur des newsletters, non pas forcément pour les lire, mais juste pour voir les objets de mail qui se font. Parce qu'eux, ils bossent des heures sur comment faire, parce que c'est vraiment important les mails transactionnels. Donc là, on n'est pas sur des mails transactionnels, mais il y a quand même des bons trucs à faire. Et les trucs à pas faire, c'est tout simplement, vous allez dans votre onglet spam et vous regardez tout ce qu'il ne faut pas faire. On est en plein dedans. Donc, Et du coup, sur l'objet de mail, est-ce que tu as un type ou pas? Est-ce que toi, tu es plutôt ajouter la personnalisation? Est-ce qu'on ajoute le prénom? alors, Emoji, ouais, pas emoji? Ça rentre un peu dans la alors pas thématique. emoji. Oui, mais pas Ça, emoji. non. Non, B2B, pas emoji. Faut vraiment être typiquement Scalesia. Là, eux, ils peuvent parce qu'ils ont un branding fort en mode on est à la cool et on ramène justement tous les leviers du B2C vers le B2B. Mais bon, tout le monde ne peut pas être Scalesia.
Donc, du coup, emoji, moi, je suis pas, voilà, pas fan sur mes stats, c'était pas ouf. Là où ça marche bien, souvent, c'est quand on se fait à moitié passer pour un mail interne. De type, par D'accord. exemple, nous, sur notre prospection de recrutement, on met recrutement. On met pas company name partenariat de point company name slash stepward. Ouais. Ça, c'est trop vu et revu. Les deux points. Deux points, c'est vu et revu aussi. Donc, du coup, ça, on ne le fait plus. Donc, on essaye d'utiliser un mot, deux mots, grand maximum sur la thématique en question. Faut oublier tout ce qui est gratuit, genre de choses. Enfin bref, ça c'est à bannir. Mais voilà, les questions, pas de questions ici. Nous, on n'a pas, dès qu'on mettait des questions, après ça va dépendre de votre business, mais voilà, il faut faire des tests. De toute façon, tout le monde va vous le dire, ça, hein, il faut faire des tests, des tests, des Ouais. tests. Mais voilà, en gros, sur l'objet de mail. Si, il y avait une technique qui était un peu fourbe, mais qui avait bien marché. C'était justement, ça m'a fait marrer, c'était justement de scraper les collègues et de faire exprès dans mon objet de mail d'avoir mis first name, et le first name, c'était pas sur le mec que je voulais attaquer, mais c'était le mail du collègue. Et le taux d'ouverture était juste dingue. Mais bon, après, les taux de réponse et de derrière n'étaient pas ouf, du coup, j'ai arrêté. Mais du coup, c'était dingue parce que du coup, on est curieux, on a envie de voir qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que envoyé tu à envoies notre aux collègue. collègues? Mais Et oui. voilà. Et du coup, la phrase d'accroche, c'était eh non, c'est pas pour first name, c'est bien pour first name 2, et etc. D'accord. Donc Ouais, voilà, non, il y a les erreurs, ça donne envie d'ouvrir. ouais, c'est ça, les erreurs, ça donne envie d'ouvrir. Et il ne faut pas hésiter d'ailleurs aussi de temps en temps, si on est vraiment sûr du produit, de ne pas mettre d'objet du tout. Oui. Voilà, ça, c'est différenciant. En bref, de tout ce qui est hack, on va dire objet de mail et tout, à partir du moment où vous les voyez sur Internet, dites-vous qu'ils sont déjà épuisés. Donc, C'est fini, ouais. testez votre truc. Et une question sur le mail, je ne sais pas si vous avez pas mal, vous travaillez avec des clients aussi, plutôt à l'international aussi. Tu m'as dit qu'il y avait quand même des clients un peu anglais sur lesquels vous Ouais, taffez. À quel point vous voyez le canal email, est-ce qu'il a une performance différente selon le pays? Moi, bah, Seedigal, c'est une entreprise, on est une startup britannique et française, et nous, on voit côté cold emailing, ça marche mieux du côté des voisins anglo-saxons que pour la France. Les Français, ils sont bien mmh. plus réticents à répondre ou à ouvrir un mail d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi remarqué de ton côté? Ouais, tout à fait. Et je suis pas expert, on va dire, côté LATAM, côté US, etc. Mais ça, on l'a noté. Par exemple, tu vois, US, LinkedIn, ça marche pas. Emailing, ça marche. LATAM, LinkedIn, ça marche du feu de Dieu. On est sur du 60-80% en termes de stats. C'est un truc de fou. L'emailing, ça marche pas. Donc, en gros, c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être intéressant quand on fait de l'internalisation, enfin, de l'internationalisation, c'est que du coup, le workflow va être le même. C'est juste qu'in fine, il y aura une dominante LinkedIn ou une dominante emailing. Oui, Mais en effet, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça, il faut pas se dire, ah bah, c'est parce que c'est ma campagne, il faut que je modifie le copywriting, machin. C'est juste des fois, le pays en question n'est pas approprié. Donc, US, LinkedIn, nous, ça n'a pas marché en tout cas. Après, ça peut peut-être marcher pour certains. LATAM, feu de Dieu. Océanie, ça avait marché de feu de Dieu aussi au niveau de LinkedIn et mailing. Asie, on n'a pas fait. Voilà, en gros. d'accord. Bon, là, Parfait. je split le monde en juste trois secteurs, mais il y en a plus. Mais voilà, c'est, mais voilà, si ça c'est important. Effectivement. Donc voilà, donc à ceux qui nous écoutent, quand on parle des quels sont les canaux privilégiés, les cibles peuvent être différentes selon les pays. Donc même si vous avez entre guillemets une même cible, après le critère différenciant sera le marché lui-même, français, anglo-saxon, allemand ou UK, les canaux vont être un peu différents. Même bon, Mm. en tout cas, la manière dont on va mettre de l'effort sur ces canaux-là va être différent avec une même cible pourtant qui partage les mêmes critères. Mm. Et côté cold calling, c'est quelque Mm. chose que vous avez vu qui fonctionne bien avec vous ou pas? Alors nous, le call en interne, on ne le fait pas. Donc on matrix souvent les calls des BizDev qu'on accompagne dans nos clients. Du coup, nous, ce qu'on fait, ce qui est important, nos calls effectués, appel décroché, réponse positive, donc assez classique en termes de pilotage. Hein, là, pour le coup, tout le monde le sait. Les seuls trucs qui sont assez intéressants, c'est au niveau du scoring avant call. Parce que l'avantage, c'est que du coup, nous, on maîtrise le volume. On est capable
de mettre beaucoup de volume. Sauf que dès qu'on met un humain, il faut le comprendre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui balancer 200 calls à faire dans une journée. C'est sûr que les 200 calls seront mal effectués. Donc, du coup, il faut plutôt aller commencer un début de scoring. Même si le mot scoring était peut-être un peu fort par rapport à là. Mais du coup, mine de rien. C'est-à-dire que si on a fait LinkedIn et ensuite on fait du emailing, le mec répond toujours pas. On va prendre d'abord ceux qui ont ouvert nos mails, ceux Oui, qui ont accepté sur LinkedIn. Ils auront un score de 15 sur 100. Mais voilà, du coup, en gros, splitter avant d'envoyer à vos SDR, ceux-là, ils n'ont pas répondu. Non, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez pré-mâcher avant de lui envoyer. Donc ça, c'est important. Et la petite parenthèse aussi, c'est que l'enrichissement téléphone coûte cher. Et du coup, n'allez pas enrichir tout le monde. Là, je parlais de 20% de taux d'acceptation, par exemple, sur une campagne LinkedIn. On ne va pas s'amuser sur 1000 à aller enrichir 800 numéros de téléphone. Non, vous allez enrichir uniquement ceux qui ont ouvert le mail derrière. ouais. Parce que ça a un coût, quoi. Je crois que c'est 1,5, 1,8 si vous voulez avoir le 0,6. Donc, du coup, mine de rien, voilà, c'est aussi un enjeu économique de De bien. pas, ouais, bien utiliser les outils, justement. Et c'est parfait. Tu fais une super transition vers quels sont les outils. Donc voilà, pour tout le monde, on a divisé ça en quatre grandes sections, entre guillemets. Premièrement, comment on peut trouver les cibles. Comment est-ce que, une fois les cibles identifiées, on va réussir à faire du data enrichment, à récupérer les données et ensuite à les extraire pour pouvoir les contacter. Et finalement, l'idée un peu d'automatisation, même si effectivement on ne peut pas tout automatiser, on peut faire de la prospection, comme tu dis, un peu chirurgicale, mais l'automatisation, ça reste quelque chose d'assez important dans toute la partie un peu grosse. Donc, Mm. je te laisse nous guider sur ces listes d'outils. Ouais. Donc, en effet, donc, il y a quatre grandes familles ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit en amont sur le comment trouver la cible. Donc là, on est sur la segmentation, ciblage, etc. Comment les scraper. Donc là, c'est de la mécanique, ni plus ni moins. Comment les contacter. Donc ça, on va plus parler copywriting et surtout outillage cross-canaux, multi-canaux, etc. Et comment relier tout ça. Ça va être pour ceux qui sont plus dans le dur, on va dire, qui sont plus dans la partie growth engineering. Dans un premier temps, vous vous affolez pas, hein, une Zapier. Vous pouvez très bien faire les 3 premières étapes avant de commencer à essayer de tout plugger pour limiter un maximum le temps humain qu'on y consacre. Et après, je vous dirai vite fait ce que nous, sur Stepware, on a mis en place. Mais après mine de rien, quand même pas mal de mois et d'années d'expertise sur ce sujet. Donc, juste pour commencer, donc comment trouver les cibles? Donc, j'ai dit 90%, 85% va se passer sur LinkedIn, hein, ça, rien de bien nouveau sous le soleil. Donc, on a Sales Navigator. Donc, ça, pour le coup, Sales Navigator, c'est un must-have pour toute boîte. Ne vous amusez pas à avoir un Sales Navigator pour chaque business developer. Ça ne sert strictement à rien. Vous en avez un, c'est très bien. Un, ça va vous permettre, à la rigueur deux, si vous êtes vraiment une énorme boîte. C'est parce qu'en gros, la limite du scrap, elle est énorme. Nous, on n'a pas, pour vous dire, on accompagne bien, on accompagne une trentaine de clients, on doit constituer bien, au bas mot, 100 000 lignes par mois, si ce n'est plus. Et on a 3 comptes SalesNav. Donc, on ne s'embête pas. Donc, Sales Navigator, gros sujet, gros zoom à faire dessus et bien exploiter parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent qu'une liste de prospects et c'est une connerie sans nom. Pour la simple et bonne raison, c'est que liste de prospects, vous allez juste voir sur l'onglet, il y a un onglet personnel, secteur, tout le monde met les secteurs des boîtes, sauf que c'est le secteur de la personne. Il y a énormément d'erreurs. C'est pour ça qu'en gros, quand on utilise le double filtrage, on va être sur des taux de perte, enfin d'erreurs sur ciblage entre 5 et 8%. Quand on va être sur des listes de prospects pures, on va être entre 15 et 18. Donc, mine de rien, il faut l'exploiter. Donc, sur une thématique comme Sales Navigator, on va retrouver le double filtrage qui est hyper important et tout ce qui va être booléen. C'est les or, les and, les not. Et ça, il faut les utiliser aussi. Bon, après, sinon, on pourrait faire 2 heures sur Sales Nav. Donc, du coup, voilà. Donc, Sales Navigator, juste exploitez-le à fond. C'est hyper important. Sur LinkedIn, il n'y a pas que Sales Navigator. Il y a aussi Recruiter Lead. Donc, comme je disais, il y a on a une verticale recrutement. Et c'est extrêmement intéressant de cumuler les deux. Typiquement, on a eu un client là qui cherche tout ce qui est indépendant freelance.
Recruiter Lead est plus pertinent pour cela, pas SalesNav. Et donc, du coup, parce que Recruiter Lead concerne vraiment la personne. Limite, l'entreprise, on s'en fiche un peu. Donc, du coup, ça va être hyper important quand vous êtes, par exemple, sur un outil ultra innovant et vous, dans votre ciblage, vous dites, bah ouais, mais en fait, on répond à la thématique de tous les product owners. On ne répond pas à une thématique d'entreprise, on répond à une thématique d'une personne. Et du coup, la Recruiter Lead va être vachement cool parce que vous allez pouvoir segmenter, notamment les années. Je parlais de l'âge. Si vous avez vraiment et ça, vous ne voulez pas l'enlever, ça fait partie de vos filtres primaires, l'âge du bonhomme, et bah, du coup, vous allez utiliser Recruiter Lead sur l'année d'obtention du diplôme. Forcément, il y en a qui sautent des classes, qui Ouais. redoublent, etc. Mais bon, ça représente une faible pourcentage. Et du coup, vous allez à peu près savoir quel âge peut avoir votre prospect. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai monté mon agence de recrutement que j'ai intégrée sur Stepward maintenant. Et c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on avait créé un petit script où, en gros, l'année d'obtention de diplôme nous donnait une fourchette de l'âge. Ça peut être intéressant. Donc voilà, sur la partie LinkedIn. Après, Apollo.io, franchement, très costaud sur la partie des consorts de France. Sur la partie où, en gros, moi, ce que j'aime beaucoup sur Apollo.io, ça va être au niveau de les entreprises. Parce qu'ils vont analyser les métadonnées au niveau de Google, etc. Donc, les mots-clés. Tu vois, par exemple, si je prends typique l'exemple qu'on a eu, nous, c'était des entreprises, des intégrateurs dans le monde des éditeurs et des intégrateurs. Donc, désolé si ça ne parle pas à tout le monde, mais en gros, il y a des entreprises qui vont aider d'autres développements logiciels, vont aller intégrer dans une entreprise un logiciel en question. Et du coup, sauf que il y en a beaucoup. Si on prend juste le secteur de LinkedIn, c'est software development ou technologie de l'information. C'est beaucoup trop vaste. Et tu auras beau mettre plein de mots-clés sur Salesforce, ça marchera pas. Donc, du coup, sur Apollo, tu mets les mots-clés sur Apollo et donc même fonctionnement que Salesforce, sauf qu'eux, ils vont aller chercher dans les métadonnées du site Internet. Bref, c'est plus intéressant. Moi, je vous conseille d'y aller. En plus, ça coûte pas cher et c'est même gratuit d'ailleurs. Quand tu veux faire des gros exports, je crois que ça doit coûter 20 balles par mois. Mais nous, la plupart du temps, quand j'étais avant freelance et tout, ce que je faisais, c'était SalesNav, 1 mois gratuit là. Hop, je faisais toutes mes bases de données dont j'avais besoin sur 3 mois. Apollo, pareil. Freemium, je prenais toutes les bases de données dont j'avais besoin. Et après, j'étais tranquille. Donc, prenez de l'avance. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de budget, ça peut être intéressant. Société Info aussi, pas mal sur de l'enrichissement plutôt. Moi, j'aime bien, parce que sinon, ça coûte cher. Sirène.fr plus Paper, donc ça, je fais un petit loom, parce que Sirène.fr tout seul, c'est mignon, mais on n'a rien. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, on a Sirène.fr, ce qui est cool, c'est quand on part du code NAF. Donc là, on va vraiment être ultra précis sur l'entreprise. On ne parle pas d'un secteur enseigné par le community manager de l'entreprise. Non, on parle d'un code NAF. Donc là, c'est vraiment d'une précision d'orfèvre parce que c'est légal, en fait, c'est obligatoire. Donc, du coup, forcément, c'est précis. Donc, du coup, on part du code NAF et ensuite, on va avoir une data qui va ressembler. On aura nom du dirigeant et encore pas tout le temps, mais on aura surtout ce qui va nous intéresser, nous, c'est SIRET plus le nom, la dénomination sociale de l'entreprise. Et en gros, si vous vous amusez à aller voir sur Papers, et c'est la base du web scrapping, c'est que l'URL change. C'est-à-dire que vous avez votre radical, si on parle un peu de conjugaison et encore en primaire, vous avez votre radical qui va être Papers, slash, je sais pas quoi. Et après, ça va être SIRET, tiré du 6, dénomination sociale. Donc, en gros, tout simplement, avec après un concat sur Google Sheet, hop, vous reconstituez toutes les URL papers de vos entreprises-là et avec un webscraper.io, vous allez récupérer ensuite nom et prénom du dirigeant, vous aurez le company name et je crois, et si vous avez de la chance, il y aura le site internet, nom de domaine. Et souvent, vous aurez les trois et ça, c'est suffisant, par exemple, pour un droit de contact. Donc, c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter à en mettre plein parce que au moins ça, et là, franchement, vous avez 98% de ce qui est contactable. Il y aura toujours des fantômes. Hein, et du coup, là, les commerciaux terrain, on n'est pas obligé. Enfin, on va jamais remplacer les commerciaux. De toute façon, ça c'est clair. Et du coup, les commerciaux terrain vont pouvoir se focus sur ces 2% là qui sont fantômes et que nous, on peut pas aller chercher. Donc voilà, sur la partie juste Cible. segmentation cible. Ouais. Niveau temps, je suis bon, Félix? Oui, oui, on est bon, on est pas mal, on va passer. En plus, là, c'est l'autre partie qui est plutôt intéressante. Et Ouais. j'avais plusieurs
plusieurs questions aussi sur la partie scrapping. Ouais. Mais je te laisse nous en dire un peu plus et après, je te poserai. Ouais, donc sur la partie scrapping, donc j'en ai un peu. Donc moi, je vous conseille webscrapper.io. C'est gratuit en plus, donc c'est vraiment bien. Ok, l'UX va pas être ouf, mais j'ai jamais rencontré de difficultés en fait sur des comment dire sur des forums, les annuaires et ce genre de choses. Ce qui est extrêmement important en fait à retenir sur le web scrapping, c'est la page d'origine. À partir du moment où il vous manque une input, donc quand je parle d'input, c'est la data qui va vous permettre d'enrichir derrière. Donc enrichir, c'est pas forcément un mailing, mais ça allait retomber sur vos pattes. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire que sur le web scrapping, il y en a des fois qui me demandent ouais, bah, tu peux me scraper cet annuaire-là, mais en fait, tu as juste le code postal et le nom de la boîte. Bah, franchement, pour faire quelque chose de simple, de sympa après, ça va demander 2, 3, voire 4 enrichissements. Donc, chaque boucle d'enrichissement, il faut prendre en compte qu'il va y avoir potentiellement des erreurs au niveau des outils, etc. Donc, bref, ça devient plus intéressant. Donc, avant de vouloir tout scraper sur Internet, passer du temps sur la recherche de la page d'origine. C'est 99% de l'intelligence. Donc, ça, première chose. Et sur la première chose, deuxième chose, c'est que quand on fait du web scrap, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où elle vient. Donc, typiquement, les salons. Et quand je vous disais, constituez d'abord vos bases de données avant de faire le copywriting. Et bien là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que si on fait des bases de données qui viennent du web, et ben du coup, dans la nomenclature de notre cible, on mettra quel est le site, que ça soit un annuaire, que ça soit un salon ou ce genre de choses, ça, on le mettra parce qu'on va s'en servir dans le copywriting dans notre avance. C'est comme ça qu'on parle de personnalisation. Et la troisième chose à faire gaffe au niveau du web scrap, c'est qu'il faut que l'URL bouge. Pour refaire simple, si l'URL ne bouge pas quand vous changez de page ou machin, ça va être un peu plus costaud à scraper. C'est pas infaisable. Un dev rirait, se moquerait de moi ou même un mec qui s'y connaît va se moquer si on dit ça. Et ce qui n'empêche, pour 90% des gens, si l'URL bouge pas, bon, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc voilà. Et juste aussi sur Web Scrapper, ils ont des tonnes de vidéos sur YouTube qui expliquent Oui, extrêmement bien. Ils ont fait bon, ouais, funnel d'onboarding avec plein de vidéos assez simples à utiliser. ouais. Ça peut être compliqué voilà, pour des personnes qui ne sont pas dev ou techniques, mais franchement, Mm. c'est à la Et portée. même de manière générale, quand vous avez des soucis comme ça, n'hésitez pas à aller sur forumgrosshacking.fr, qui est une pépite, trop bien. Et du coup, la communauté, franchement, on aide pas mal et on répond assez rapidement. Donc voilà, et franchement, moi, je vous encourage à 40 000% à aller traîner plutôt que sur Insta, sur ce forum-là. C'est top. Parce qu'en plus, ça donne des idées. Euh, du coup, sur la partie purement LinkedIn, on va avoir du Phantom Buster, Captain Data. Donc, moi, j'ai mon petit chouchou, c'est Captain Data, on ne va pas se le cacher. Phantom Buster, je l'ai beaucoup utilisé au début parce que du coup, j'exploitais à mort en fait, sur leur côté freemium, hein, comme tout bon freelance du début. Donc, du coup, voilà. Et Phantom Buster, ce qui est intéressant, c'est que c'est plug and play, c'est assez cool. Tu as quand même pas mal comment dire, c'est une banque de scripts. Donc, du coup, vous allez juste, si vous utilisez bien Sales Navigator, il y aura juste deux fantômes que vous allez utiliser. C'est Search Export, Search Sales Navigator Export, et à la rigueur, Sales Navigator Profile Visit. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais voilà, dans ce délire-là. Pourquoi je dis les deux? Pourquoi les deux? Parce que du coup, si vous voulez faire du mailing, je le redis, c'est faux. Le nom, prénom, nom d'entreprise, non, je suis pas d'accord. OK, ça peut suffire, mais vous allez cramer des crédits sur différents outils pour avoir un taux d'enrichissement qui n'est pas ouf. Donc, de manière générale, quand vous allez enrichir pour l'emailing, partez toujours du principe d'avoir nom, prénom, entreprise, nom de domaine. Et le nom de domaine par rapport au contaminé. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que du coup, quand on visite, quand on scrape via Phantom Buster, on ne récupère pas le nom de domaine, il faut visiter la page entreprise LinkedIn. Et après, là, vous avez une base de données qui est très correcte. Le côté Phantom Buster, pourquoi c'est plus mon chouchou? Parce qu'il y a l'API qui est vraiment bancale. Et du coup, on en parlera au quatrième point avec Edmiten. Du coup, nous, à chaque fois, ça se délogue, ça machin. Enfin bref, Romain, à chaque fois gueulé là-dessus. Donc, du coup, on est passé sur Captain qui sont beaucoup plus stables. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'en gros, Captain Data, tu peux faire
des workflows. Donc, même principe que Phantom, un petit peu, sauf que tu peux faire des workflows custom. Ils ont fait un bond énorme sur leur stack Katen. Ils sont chers, on va vraiment pas se mentir, ils ont augmenté en plus leur prix. Par contre, quand on commence à être une agence où on commence à avoir des gros besoins en termes de scrap et tout, Captain Data reste vraiment intéressant, d'autant plus quand tu le couples avec un NVT. Mais voilà, on peut faire des workflows custom, typiquement les deux fantômes que je vous ai dit, bah là on le met directement. C'est-à-dire que tu n'as pas de gymnastique humaine à avoir. Ouais. Donc c'est quand même hyper cool. Et Et juste j'ai mis une drop question. contact sur comment les scraper. Faut enlever ça. Ouais, Faut enrichir, ok, mais pas scraper. c'est pour les enrichir. J'ai une question sur qui est un peu un truc qui est récurrent, c'est comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les personnes que tu vas avoir, que tu vas vouloir ajouter dans tes listes, ne sont pas déjà présentes dans ta base de données, ton CRM, ton outil de gestion sales. Ah ben là, typiquement, il y a deux réponses. Soit on est une agence ou même on veut faire du travail extrêmement propre, et moi je conseille Airtable. Tout simplement, D'accord. nous, on a des Airtable, on l'utilise comme un pré-CRM. Ou soit on va utiliser des outils, juste après on va voir la liste LGM ou Galaxy qui sont équipés, eux, d'anti-doublons. C'est-à-dire qu'on fait confiance et quand on va importer dans les outils d'automatisation, l'anti-doublon va opérer. Mais du coup, Airtable, c'est le top. Parce que du coup, vous allez pouvoir faire des liens après et remplir dans votre CRM. Ou sinon, nous, par exemple, on l'a pour Blue Whale, on a développé ça, où en gros, donc interface Bubble, assez simple, etc. L'opérateur, le sales ou le directeur commercial, il s'en fout du nombre d'outils qu'il y a à droite à gauche. Lui, il voit juste son interface Bubble. Et en gros, à partir du moment où tu récupères l'information avant l'enrichir, l'ID profile LinkedIn du bonhomme qui, lui, ne change jamais, on fait un requêtage sur le CRM de l'éditeur et le CRM de Mhm. l'intégrateur, dire coucou. Donc, on n'y a pas accès, on fait juste une demande. Est-ce que Ouais. lui, là, il est déjà dedans? S'il est déjà dedans, tu m'enlèves la ligne. Donc, ça, typiquement, Unitaid, c'est grâce à lui qu'on fait. Tu m'enlèves la ligne. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir de la data et d'économiser en termes de crédit et d'avoir de la data ultra en fraîche et surtout nouvelle. Ouais, ok. Très, c'est une question, mais moi, je me pose tous les jours, on travaille dessus. Et donc, on va passer sur la partie comment contacter. Comme ça, on arrivera à la partie la plus intéressante qui est quand même la stack parfaite. Donc là, Mm. c'est une grande question. Lemlist, LGM ou Galaxy? Mm. Toi, tu as déjà ton favori, je pense. Ouais. Donc, moi, c'est un secret de polichinelle pour ceux qui me connaissent, mais du coup, moi, c'est la grosse machine sans l'ombre d'un doute. Néanmoins, je mets quand même des néanmoins, etc. Donc, la grosse machine, c'est un superbe outil. En plus, Adrien est top. Donc, ça ne change. C'est trop bien d'avoir un mec qui est cool et qui est bien. Donc, du coup, la grosse machine, c'est un super outil cross-canaux. Donc, c'est quoi la différence entre multicanaux et cross-canaux? Multicanaux, ça va être en gros, tu testes LinkedIn, tous ceux que tu n'as pas sur LinkedIn, hop, tu vas les prendre à la main et tu vas le mettre sur les mini. Ça, c'est du multicanal. Donc, on va avoir des stacks type Wallaxy plus Lemlist. Et après, je parlerai de Wallaxy et Lemlist particulier. En plus, je crois qu'il y a un petit débat avec Félix sur Lemlist. Du coup, c'est très bien. Donc, voilà, ça, c'est du multicanal. Le cross-canal, donc LGM, il y a une grosse particularité, c'est que du coup, on peut faire des custom séquences. Donc, pour nous, c'est top. C'est-à-dire qu'on peut mettre du LinkedIn, puis ensuite, on va lui faire un petit mail. Après, s'il répond pas, on va lui faire une visite de profil. Après, s'il répond pas, on va lui envoyer un vocal. Enfin bref, c'est une liberté de dingue. Donc, pour nous, c'est top. Et en plus, tu peux mettre tous les webhooks que tu veux pour, avec NVTN, tout brancher. Enfin bref, moi, j'adore. Donc, voilà, ça a un coût. C'est le pain par rapport aux autres. Donc, du coup, on le verra après au niveau du budget. Et du coup, tu en as qui sont aussi intéressants. Donc, Wallaxy, pour mon cadeau Wallaxy, très belle verticale au niveau de LinkedIn, un UX hyper bien chiadé, hyper bien travaillé. Et j'utilise Wallaxy sur des clients qui ne connaissent rien à l'automatisation. Et notamment, je suis advisor Scalesia. Wallaxy est intéressant, mine de rien, pour comprendre comment ça fonctionne, la gymnastique. Et c'est extrêmement bien fait en termes d'expérience utilisateur. Ça, il n'y a pas photo. Donc, du coup, Wallaxy, très bon sur la verticale LinkedIn. En plus, eux, ils ont fait le choix
de garder. Donc, la LGM avait la tech pour outrepasser les quotas LinkedIn, mais ils ont fait le choix de ne pas la garder. Donc, du coup, Galaxy peut monter à 500 connexions, à 500 demandes de connexion par semaine sur un profil LinkedIn. On sait Parce comment que ils font ou pas? Ou c'est... moi, je suppose, parce que j'avais essayé de le faire à la mano, mais bon, ils ont réussi à le rendre beaucoup plus efficace. Mais en gros, tu avais la technique de la synchronisation de l'agenda. Peut-être tu peux demander des connexions classiques. Et Ouais, après, si tu as l'adresse email perso du bonhomme, tu peux faire une synchronisation d'agenda et ça fera des demandes de connexion. d'accord. En gros, LinkedIn avait créé ça. Et d'ailleurs, ils vont sûrement l'enlever dans pas longtemps parce que maintenant, tout le monde a un compte LinkedIn. Et c'était pour les nouveaux. Pour ceux qui créent leur compte Oui, LinkedIn, ils ont déjà 20 ans de boîte. Et d'importer directement tout leur carnet d'adresses, et ça, c'était beaucoup. tout de suite, c'est leur réseau qui... Ouais, c'est ça. Donc, ils passent sûrement dans une technique comme ça. D'accord. Mais par exemple, il faudra demander peut-être à Adrien. Lui, il s'y connaît carrément mieux que Bon, moi là-dessus. après, je pense que ouais, ça reste un petit secret. Mais justement, toi, sur ces limites que LinkedIn t'impose sur le nombre de connexions, le nombre d'invites, de messages, tu fais comment pour passer outre cette, Du coup, ouais. Donc, en gros, bon, tu as soit en effet les outils avec plus de 500 connexions, etc. Ou soit tu as Mirror Profile. Donc, en gros, Mirror Profile, c'est de la location de compte LinkedIn. Parce que la seule vraie manière de plus avoir de quota, c'est d'avoir plusieurs comptes LinkedIn. Donc, ça veut effectivement. dire qu'on va avoir un SDR, un sales, un recruteur, etc., même un CEO, qui va vouloir du coup se dire, bon, OK, je vais me mettre moi sur ma campagne outbound et ensuite, je vais mettre un profil que je vais gérer également, un deuxième, un troisième, etc. Nous, par exemple, on déconseille plus de 4 profils gérés par une seule personne, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Du coup, ça va te permettre de faire, par exemple, 100 x 4, 500 Ouais. x 4 en termes de connexion. Donc, ça Ensuite, multiplie la force de frappe de c'est n'importe ça. quel SDR, quoi, en fait. Un, ça multiplie la force de frappe. Et deux, ce qui est intéressant quand on est dirigeant ou directeur, etc., c'est quand on met du budget pour développer de la haute bonde sur du LinkedIn, etc., l'objectif, c'est on passe par les demandes de connexion. Donc, du Ouais. coup, c'est de faire grossir le first. Et du coup, quand on voit le turnover des BizDev en ce moment, etc., et ils sont très recherchés, ils vont rarement rester plus de 3 ans dans votre boîte. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, imaginons que vous faites tourner sur son LinkedIn toute votre campagne de prospection, et vous avez le réseau de votre BizDev va être Énorme. ultra intéressant pour vous. Parce que du coup, imaginons, vous faites un salon à Bordeaux, alors vous aurez juste faire le même requêtage que vous faites aussi votre cible sur SalesNav et vous mettez Bordeaux first. Et du coup, vous pouvez retaper tout le monde d'un coup en disant coucou, on est au salon X à Bordeaux, ça vous dit de passer au stand, voilà. Et du coup, on va être dans une boucle un peu, là, on parle de beaucoup de lead gen, mais il y a aussi une boucle, il faut penser aussi au lead nurturing, élevage, etc., etc. Donc, du coup, c'est un gros intérêt Mirror Profile pour ça, parce que du coup, le compte LinkedIn appartient à l'entreprise et non plus à une personne. Ça devient un actif de l'entreprise, en fait, le C'est réseau. ça. Et le troisième, c'est la pédagogie. Et du coup, voilà pour Mirror Profile. Et juste petite apportée, il y a aussi Mirror Chat, qui est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le PIWA de Galaxy. Mirror Chat, c'est un outil de centralisation de la messagerie LinkedIn. Par exemple, vous avez 4 comptes LinkedIn. Mirror Chat va aller pomper les 4 messageries LinkedIn et vous les mettre sur la seule et même interface. Et j'en ai pas parlé, LGM est ultra super au niveau de l'inbox. Et ils ont un inbox aussi. Bref, NGM, on s'en inspire beaucoup et ils sont vraiment précurseurs sur beaucoup de choses. Donc, du coup, ça, il faut se le noter. Et l'Emlist, avant, parce que du coup, c'est vrai que je vois le temps passer. Mais l'Emlist, donc, du coup, outil de verticalisation emailing, très bien. LinkedIn, pour moi, non. Non, j'essaye d'être hyper rapide. Ouais, non, mais c'est là, effectivement, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le fait que les listes te permettent de vraiment personnaliser le nombre de jours entre chaque étape, sur la séquence, pour moi, c'est quelque chose que LGM ne propose pas Ouais, et qui, moi, était super important. Donc, c'est là, effectivement, et l'Emlist vient de sortir aujourd'hui, la version 4.0, là. ouais, j'ai vu ça ce matin. J'ai mon gros avec moi qui est en train de me dire, genre, ça me met du temps à me réhabituer là. Mais ouais, Ouais, voilà, ouais, il y c'est a, il y vrai a, qu'ils il y a sont. du bon, il y a du bon, il y a du bon dans les deux. Et j'ai vu que là, les listes, ils ont amélioré leur inbox justement. Je Ok. suis allé Et voir et j'ai une liste, mon inbox maintenant, il est quasi. Bah, j'ai tout. J'ai les tâches pour envoyer des messages, je peux me faire des appels, je
peux tout faire depuis Lemlist. Donc, ça, c'est à Ouais, découvrir. faut regarder l'Emlist, parce que moi, je l'ai très peu utilisé. Hein. On est vraiment sur cette fois, on est sur une stack LGM pure. L'Emlist, moi, je l'ai utilisé sur des clients où l'emailing était important. Parce que je suis d'accord avec toi au niveau des fuseaux, etc. Et même en termes de personnalisation, tu peux faire énormément de choses. Donc, l'Emlist reste un très bon outil. Après, on va être sur les budgets. Donc, ça va dépendre. Justement, sur N8N et Zapier, bon, on peut dire une petite chose ou tu veux qu'on passe directement à la partie un peu vu le temps, Ouais, bon, la partie en budget? une phrase, en une phrase. En gros, N8N, top parce que ça peut être gratuit si vous avez votre propre serveur. Donc là, je parle pour les grosses confirmés ou les grosses ingénieurs. Donc N8N, royal parce qu'on va pas être limité à l'intégration native sur Zapier ou sur Make. Donc du coup, dès qu'il y a une API, on peut tout faire. Enfin, il faut regarder la documentation. Mais Zapier, et donc c'est gratuit quand c'est sur votre propre serveur. Et Zapier, intéressant pour débuter tout ce qui va être relié avec Webbook, etc. Mais par contre, deux limites. Un, en effet, il faut que ça soit natif, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, natif. Mais du coup, et le deuxième, c'est que ça coûte vite un bras. Ouais, Parce qu'on passe par, c'est le nombre de tasks. c'est ça. Et le Donc, nombre de tasks, c'est le nombre de fois où une action est faite. Et moi, là, j'ai mon head of CRM qui justement me demande de réduire énormément la consommation Zapier de growth parce que c'est 25%. Donc, ouais. Dans les deux cas, il faut faire ça, il faut revoir les workflows pour que ça soit fait de manière le plus économe possible dans les étapes. Passons à la partie la plus qui est assez intéressante et c'est là où tu vas nous dire c'est quoi ton menu idéal à 6 heures, c'est un peu ce déjeuner. Qu'est-ce que tu prendrais dans un budget limité et un budget réduit? Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans la section Q&A, on les prendra à la suite, de ça. Donc, en gros, on va commencer par le réduit parce que c'est souvent plus intéressant. Du coup, dans le réduit, donc Sales Navigator, vous pouvez le voir, c'est dans les deux. Pour moi, c'est un must-have. Ensuite, tu vas avoir Wallaxy plus Mirror Profile. On va être à 140 € par mois pour une identité. Et ça va te permettre, du coup, de faire toute ton automatisation LinkedIn. Wallaxy propose le mailing. C'est pas ouf. Donc, du coup, moi, je le couplerai à Emilia. Emilia qui est extrêmement peu cher par rapport à Lemlist et qui fait largement taf. Donc, du coup, ça, c'est la stack la plus basique à avoir quand on veut commencer au niveau du growth. Quand on n'a pas peur des interfaces un peu dégueu, et encore, ils ont fait des efforts, une stack SalesNav, Linked Helper, Mirror, Emilia, Pipedrive, on est sur la stack, on va dire, quasiment la plus optimisée au niveau du marché. Et après, on va avoir les outils d'enrichissement qu'il ne faut pas oublier, mais ça dépend du volume, donc c'est variable, donc c'est peut-être pas simple à mettre dans un tableau. Du coup, voilà. Mais ça, pour moi, ce pack-là est bon pour tout le monde. Ensuite, quand on a éprouvé, donc ça veut dire que quand on a commencé à faire du pognon, et ça c'est important, à faire de l'argent avec les outils, avec ces boucles-là d'automatisation, etc., on se dégage un certain marge et du coup, là, on va pouvoir commencer à essayer d'investir un peu plus. Donc, on va monter en gamme pour économiser du temps humain. Et du coup, le temps humain que tu économises, tu iras explorer ta verticale encore plus. Parce qu'on parle de SalesNav, mais il y a aussi les groupes LinkedIn à aller scraper, les posts, les likes, etc., etc. Et ça, dans un premier temps, ne vous embêtez pas, maîtrisez d'abord SalesNav. Et quand vous gagnerez du temps avec les outils en passant dans le budget limité, là, vous allez pouvoir explorer votre verticale. Effectivement, si je regarde là sur la partie réduit limitée, il y a la partie automatisation pour toi, dans un budget réduit qui est un peu la partie commence à faire tes premières étapes, à comprendre comment ça marche. On évite d'automatiser du scrapping, il n'y a pas vraiment de Phantom Buster, on est vraiment comprends ta cible, communique avec elle avec des séquences évidemment qui sont automatisées avec Wallaxy, etc. Mais on n'est pas sur du Captain Data, ni du Phantom Buster, ni du Zapier à ces steps-là. Réduit pour toi, c'est les premières steps. C'est ça. Et tu vois, là, si on devrait mettre, au lieu de parler en termes de budget, on devrait mettre première step. Ouais. Éviter d'aller automatiser un truc que vous n'avez pas testé à la main. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, si on devait faire vraiment le truc, le minimum, SalesNav, point barre. Oui. Vous faites vos segmentations sur SalesNav, vous testez à la main si vous arrivez à avoir des rendez-vous et tout. Et à partir du moment où vous avez une certaine traction et que vous en avez marre de faire du CTRL-C, CTRL-V, OK, là, on commence à automatiser et on passe au budget réduit.
Et une fois qu'on a vraiment bien éprouvé le truc, hop, on passe au budget illimité. Et là, avec un budget limité, enfin, illimité, on s'entend bien, hein, et pas non plus des millions qu'on va y mettre. Ça reste quand même très honnête par rapport à la proposition de valeur et le temps économisé. Du coup, et là, on va être sur une stack que nous on utilise habituellement sur Step notamment. Donc avec SalesNav, Captain Data qui est relié avec pardon, N8N. Donc c'est-à-dire on a développé des commandes. C'est Romain qui a développé des commandes Slack. C'est-à-dire qu'on fait slash recruteur, on pose l'URL SalesNav ou recruteur lead, on appuie sur entrée, ça scrape, sur Captain Data, ça scrape, ça visite, ça récupère le nom de domaine, ça utilise l'emailing en cascade avec Drop pour tout ce qui est en français, etc. Après Snow, après Getemail, après Datagma et Hunter. Donc au taux d'enrichissement maximisé. Ça nous renvoie directement dans la grosse machine, tout dans LGM, sur des campagnes qui sont déjà actives. Donc en gros, pour la faire simple, l'intelligence se fait uniquement sur SalesNav parce que le copywriting et tout est mis sur le LGM. On appuie, on copie-colle, on appuie sur entrée, ça y est, ça part. En termes de vélocité commerciale, il n'y a pas mieux. C'est combien de temps entre le moment où on appuie sur entrée et les premières campagnes se lancent? C'est du one. Allez, compte, si tu sur, allez, je dirais sur 500, c'est vrai que j'ai jamais regardé exactement combien de temps ça prenait. Allez, 24 heures grand max pour que ça commence déjà, enfin que ça soit déjà en cours. Et encore comme c'est one by one, bah en fait quand ça a fini, il y en a déjà peut-être 10-15% de ta base Ouais. qui ont déjà été envoyés. Ah, Donc ça, et pareil pour le recrutement. Le recrutement, c'est un truc de dingue. Souvent, quand tu as l'hiring manager qui vient voir le recruteur en disant bah, j'ai besoin de tel type de personne, ok, il récupère. Le temps que le recruteur fasse sa fiche de poste, retourne auprès de l'hiring manager, rebelote, il va se passer peut-être 3 semaines parce que le temps qu'ils soient tous d'accord. Alors que là, on accompagne un client qui fait du placement de product owner. Et ben en fait, c'est la recruteuse qui fait son requêtage sur Recruiter Lead, elle appuie sur entrée, ça va sur son Airtable, elle le screen et dès qu'elle met un tag sur son Airtable, c'est relié à un webhook qui renvoie sur LGM. mhm. Et là, on a une vélocité de recrutement qui est quasiment instant. Ça, ouais. Donc, Et on parle de stack, mais aussi, moi, une des questions, c'est les ressources un peu, les ressources humaines. Combien hmm, tu dirais, effectivement, bah, pour démarrer, voilà, ça peut être une personne toute seule ou deux, et puis après, dès qu'on arrive au illimité, c'est quoi une équipe pour toi? Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est quoi la typologie de personnes un peu? hmm. Ah, c'est une super question. En termes de… Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en gros, en termes de typologie de personnes, j'ai envie de dire, il faut juste des bidouilleurs. Il faut des mecs qui n'ont pas peur de… C'est à partir du moment, et Romain, c'est comme ça qu'on l'a eu. Parce que Romain, il est tout jeune. Pour te dire, c'est un associé, mais c'est un associé en alternance. C'est quand même rare. Du coup, faut avoir un mec qui n'a pas peur, pardon, qui n'a pas peur d'aller dans les API, aller lire. Juste un mec qui est curieux et qui sait lire et comprendre, c'est le top. Tu vas avoir des super profils qui vont être intéressants tout de suite pour un budget assez limité. Ça va être tout ce qui est alternant requête, Ouais, requête cool. Ça, c'est cool. Parce qu'ils sont déjà outillés, ils connaissent un petit peu, ils vont pouvoir te faire la stack réduite. Tu vois. ouais, Par exemple, les Rocket School Business Developer. Ils vont pouvoir te faire de la stack réduite. Après, les Rocket School Gros Hackers, ils vont te faire entre lui limité et réduit parce qu'ils vont avoir un temps d'apprentissage, etc. Donc, du coup, pour répondre rapidement à ta question, une personne on va dire, médior, senior, ça va lui prendre 2 heures par jour, grand max, s'il connaît bien. Donc, il faut qu'il fasse autre chose à côté. Euh, du- Et sinon, quand tu vas aller commencer à monter en gamme, et tout va dépendre du nombre de SDR que tu gères aussi, hein. Mais tu peux monter facilement sur une équipe de 5 personnes. Et ce qui est important, c'est d'avoir un growth manager. Lui, son rôle, c'est pas être dans l'opérationnel, c'est justement de garder ce côté veille, le côté d'aller sur le forum growth hacking. C'est tout con, mais notre métier de growth hacker, allez, je dirais, il y a bien 15% de veille, de tester les ouais. nouveaux outils, etc. Parce que là, on est sur des outils qui sont pour la plupart français d'ailleurs. Donc, on est bon en France.
Ça, c'est cool. Il faut pas l'oublier. On est même très bon d'ailleurs. Donc, du coup, faut capitaliser dessus. Mais au cas où c'est un outil qui strike, ou qui a un problème pour X ou Y raison, il se rend Il en faut être au match. courant. Il faut être au courant et il faut surtout être capable de dire, OK, bah là, j'ai mon Wallaxy qui plante. OK, bah je sais en 2-2, je peux mettre sur du MList. Je sais qu'en 2-2, je peux mettre sur du LGM. Donc, en Ouais. fait, un peu avoir des plans d'urgence. Non, mais je vois, bah, bien sûr. Après, l'idée aussi, moi, dans la partie un peu growth manager, c'est constamment remettre en question tous les process qu'on a et d'essayer toujours de les alléger. Soit plus Hmm, rapide, plus automatisé, plus simple. Et petit à petit, d'avoir de moins en moins la patte humaine qui va rentrer dans chaque chose. hmm. Pour que, en fait, tout soit automatisé. Et pour moi, le synonyme de growth, c'est la scalabilité. Si Ouais, c'est pas c'est ça. scalable, c'est pas du growth. Et donc, à partir de là, on remet un peu en question les choses. Euh, Exactement. alors, on va regarder si on a des questions. Vu le temps, bon, ça va faire quasiment 1 heure qu'on y est. Mais Alors, je attends, vois mais qu'on a, bah, justement, on n'a pas tant de questions. Donc, je pense que soit on a bien répondu ou les personnes n'ont pas su où trouver le chat. Ouais, c'est toujours possible cette partie-là aussi. Mais bon, bah, très bien. Écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou évidemment, à la suite de ce webinaire, on vous enverra un petit mail avec des ressources liées où vous pouvez nous retrouver évidemment pour suivre les prochains webinaires qu'on a avec CD Gaz et en espérant aussi te retrouver dans le prochain avec une autre thématique, toujours dans la partie outbound, on pourra voir. ouais. Donc voilà, bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup à tous Merci d'être Félix. d'avoir écouté. Et je vous souhaite bah, une bonne fin d'après-midi et à très bientôt sur Seed Legals et Stepward. Au revoir. Merci, au revoir.